À cette intersection, je peux aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous avez plusieurs panneaux là qui peuvent vous aider. Vous avez le panneau ici qui veut dire contournement. Vous savez, quand la flèche elle est indiquée vers le bas comme ça veut pas dire obligation d'aller à droite ou à gauche en fonction de l'orientation de la flèche. Mais quand c'est indiqué vers le bas, ça veut dire contournement obligatoire. Donc vous voyez là cet obstacle qu'il y a ici, il y a un trottoir avec une barrière. On doit la contourner par la droite. Donc c'est pour être sûr qu'on ne fasse pas un contresens de circulation et qu'on se retrouve dans la mauvaise voie. Là, c'est pour nous dire qu'il faut passer par ici. Donc ça nous informe bien qu'on peut prendre cette voie-là. Donc on peut aller tout droit. Ensuite, vous avez des panneaux ici, sens interdit. Donc moi, je ne peux pas tourner à droite. Donc c'était réponse A et D. À la fin de cette bande cyclable, les cyclistes seront prioritaires. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors en effet, on nous annonce une fin de bande réservée pour les cyclistes. Donc on voit bien ça va s'arrêter ici. Et on a un panneau céder le passage avec un panonceau de dessiné pour les cyclistes qui nous dit bien que ça sera un céder le passage pour les cyclistes. Donc les cyclistes doivent céder le passage au reste de la route. Donc ils ne sont pas prioritaires, ils ont à céder le passage rien que pour eux. Donc c'était réponse B. Je suis limité à 30 km/h dans la voie de droite uniquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau nous annonce que nous sommes limités dans toute une zone, donc c'est à partir de ce panneau jusqu'au prochain panneau, donc ça peut concerner tout un quartier. Donc ça va concerner cette route-là et les routes qui sont sur les côtés. Et évidemment, ça va concerner toutes les voies de circulation. Donc, est-ce que je suis limitée à 30 km/h dans la voie de droite uniquement? Non, réponse B. Je dépasse ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Nous sommes sur une route qui n'est vraiment pas large du tout, donc ça va être difficile de croiser quelqu'un. Ça sera pas évident non plus de s'écarter et de laisser les 1,50 m de distance de sécurité parce que là on est hors agglomération. Et surtout, c'est que là il y a un virage et on n'a aucune visibilité sur ce qui se passe vers devant. Donc je ne peux pas savoir si quelqu'un arrive en face. Donc là je vais attendre de meilleures conditions pour décider de dépasser ce cycliste. Donc je ralentis et je freine et je vais maintenir des distances de sécurité vers l'avant, donc je ne m'approche pas trop du cycliste et je vais attendre le bon moment pour pouvoir dépasser. Donc c'était réponse B. La distance de sécurité étant insuffisante, il est préférable de lâcher l'accélérateur uniquement. Réponse A. Freiner. Réponse B. On me dit que les distances de sécurité ne sont pas suffisantes. Si je regarde à l'arrière, c'est pareil, les distances de sécurité ne sont pas suffisantes. Alors si je freine pour augmenter mes distances de sécurité, j'ai un risque de me faire rentrer dedans par ceux derrière, qui sont tous les deux assez proches. Donc là, il vaut mieux que je reprenne mes distances de sécurité plus en douceur afin de ne surprendre personne et éviter un risque d'accident.
Donc je vais lâcher l'accélérateur uniquement, ça me permettra de perdre mon allure progressivement et de reprendre mes distances de sécurité sans me mettre en danger par rapport à derrière. Réponse A. Un feu tricolore ne fonctionne pas lorsqu'il clignote jaune en bas. Réponse A. Clignote jaune au milieu. Réponse B. Et jaune fixe au milieu. Réponse C. Est éteint. Réponse D. Donc évidemment, un feu tricolore ne fonctionne pas lorsqu'il est éteint, mais il y a aussi la situation lorsqu'il clignote au milieu. Quand il clignote au milieu, ça veut dire que il y a peut-être un feu dans l'eau qui est grillé, donc tous les feux se mettent à clignoter au milieu, et donc il ne fonctionne plus. Dans ce cas-là, on regarde la signalisation et on respecte la signalisation. Donc s'il y a des panneaux, on respecte les panneaux, et s'il n'y a rien, ça sera une priorité à droite. Donc c'était réponse B et D. Je peux m'avancer sans danger jusqu'à la ligne stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. La présence de verglas est possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, on voit la neige. Et il y a peut-être un risque de verglas. Donc là, je réponds déjà à la dernière. À cause de la neige et du risque de verglas, c'est très dangereux de s'approcher d'un stop comme ça parce qu'on peut glisser sur la fin et se retrouver arrêté uniquement au milieu de la route sur laquelle on devait s'engager. Et là, s'il y a une voiture qui arrive sur le côté, c'est l'accident. Donc il vaut mieux arriver très prudemment. Moi, je vous conseille toujours de faire comme si vous vouliez vous arrêter 1 mètre ou 2 avant le stop et de laisser couler tout lentement jusqu'à la bande de stop. Mais là, vous n'avez presque plus d'allure pour faire les derniers mètres. Ça, c'est important. Donc, n'arrivez pas à toute balle sur le stop. Donc, est-ce que je peux m'avancer sans danger jusqu'à la ligne stop? Non, il y a un gros risque que vous dépassiez la ligne de stop à cause de la neige et du risque de verglas. Donc, est-ce que la présence de verglas est possible? Oui, donc c'est réponse B, C. Le véhicule de derrière me suit de près. J'accélère. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, en effet, on voit bien dans l'encadré jaune, là, hein, ça, vous avez souvent des informations supplémentaires avec le nouvel examen du code de la route. Vous avez des encadrés jaunes pour vous aider à rechercher les choses quand même. Donc, on voit bien qu'il est super près. Et puis, on voit qu'il y a des travaux vers l'avant. La preuve, il y a un panneau temporaire qui nous dit qu'il y aura un rétrécissement de chaussée. On voit aussi des travaux là. Donc, les voitures vont certainement ralentir un peu plus loin. Si j'accélère, il va y avoir une différence de vitesse entre moi et celui de devant, et je risque de percuter ceux de devant quand ils vont réagir à cause des travaux. Donc, je vais me mettre en danger. Et en plus de ça, si j'accélère, lui derrière risque aussi d'accélérer aussi, parce que c'est ce qu'il veut. Et donc, j'aurai pas de distance vers l'avant, mais j'aurai pas de distance vers l'arrière. Donc, je vais être prise en sandwich de très très près. Et là, j'ai plus le droit à l'erreur, hein. L'accident, il risque d'arriver très certainement. Donc, quand c'est comme ça, quand on nous colle vers l'arrière, il vaut mieux augmenter les distances vers l'avant. J'ai pas dit en freinant, hein, mais seulement en lâchant l'accélérateur progressivement pour ne pas que derrière il nous rentre dedans. Vous pouvez faire quelques petits appels de feu stop. Donc, vous savez, vous appuyez un petit peu sur le feu stop, mais ça ne freine pas parce que les premiers centimètres, ça n'appuie pas réellement sur vos freins, mais ça s'allume. Donc, comme ça, vous prévenez que vous ralentissez. Donc, vous lâchez l'allure. Lui, vous collera toujours d'aussi près de toute manière, donc ça ne changera rien par rapport à ça. Mais l'avantage, c'est que vous aurez de la distance sur l'avant pour pouvoir réagir très doucement s'il y a un freinage ou un arrêt. Et comme ça, quand vous allez réagir doucement, derrière, il ne vous rentrera pas dedans. Donc, est-ce que j'accélère? Non, réponse B. Je suis limité à 80 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C.
On me dit que pendant 250 mètres à partir de ce panneau, parce qu'il y a les flèches sur le côté, donc c'est une durée. Donc pendant 250 mètres, moi j'ai une voie de circulation et les autres en face ont deux voies, donc un créneau de dépassement. Puisque je n'ai qu'une seule voie, moi je suis limité à 80 km/h. Ceux qui arrivent dans l'autre sens de circulation, eux, sont limités à 90 km/h. Mais là, dans mon cas, moi je suis limité à 80. Réponse A. Si le permis de conduire est invalidé, dans ce cas, toutes les catégories sont concernées. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, si je fais une infraction dans une catégorie de permis, donc par exemple la catégorie B, et que je possède plusieurs catégories de permis, donc le A, le C, le D ou le E, je vais tout perdre. Donc c'était réponse A. Ce conducteur routier qui conduit un poids lourd de 16 mètres de long va devoir se déporter à gauche pour aborder ce virage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est un véhicule qui a un gabarit qui est énorme. Donc s'il reste bien dans cette voie-là, le devant va passer, mais le derrière, lui, il va couper la trajectoire et donc il va heurter, là, ici, le rocher. Donc pour que le derrière puisse passer, il va falloir qu'il avance un petit peu comme ça, qu'il empiète un petit peu dans la voie d'en face, pour ensuite pouvoir rejoindre sa voie. Parce que ça, on imagine que c'est les routes devant, mais la trajectoire des routes derrière, ça va être ici. Alors que il s'est écarté beaucoup. Donc s'il avait eu une trajectoire comme nous en voiture, ça serait bien passé, mais les trajectoires des routes derrière auraient tapé le rocher qui est à droite. Donc ça, vous avez aussi des situations quand on est en ville, dans des tournants tout bêtement, vous l'avez déjà vu, j'empiète un petit peu, mais ça va vous aider pour la conduite plus tard ou pour d'autres questions dans la même situation. Un poids lourd qui veut tourner ici, donc on imagine la voie là. Un poids lourd qui va tourner à droite, il va devoir empiéter sur votre voie pour ensuite tourner. Et souvent, il fera même ça, il va s'écarter un peu pour pouvoir faire ça, pour limiter un peu le fait d'empiéter. C'est pour ça d'ailleurs que les feux maintenant, souvent ils sont pas mis pile au niveau de l'intersection, mais vous avez remarqué, ils sont mis un petit peu en retrait. Vous avez la ligne d'effet qui est ici du feu, et vous devez vous arrêter ici pour pouvoir laisser un bus, un poids lourd, la possibilité de tourner. Et ça va être le même problème sur la gauche, c'est-à-dire que quand il va tourner à gauche, le devant va tourner correctement, mais n'oubliez pas que le derrière, lui, il va faire plus court, donc il va aussi empiéter sur votre voie. Donc ça, quand vous arrivez dans l'autre sens, il faut aussi l'anticiper. Vous savez qu'un poids lourd va mettre une trajectoire beaucoup plus importante. Donc là, c'était réponse A. Cette signalisation indique une sortie, réponse A, une direction autoroutière, réponse B, une bifurcation, réponse C, une voie européenne, réponse D. On constate que le panneau est entièrement bleu. Donc là, ça veut dire déjà dans un premier temps que ce sont des directions autoroutières. Réponse B. Ensuite, il ne faut pas confondre une sortie et une bifurcation. Ici, c'est une bifurcation. Pourquoi ? Parce qu'on part de l'autoroute et il va se séparer en deux. Soit il va continuer de ce côté-là, soit il va continuer de ce côté-là. Confirmation, à droite, on reste sur l'autoroute. En face, on reste sur l'autoroute. Donc c'est bien une bifurcation. Est-ce que c'est une voie européenne ? Il y a le E là, ici, E80, dans les deux, donc c'est bien une voie européenne. Donc là, la réponse, c'était B,
pour la direction routière, C, une bifurcation, et D, une voie européenne. Avant de tourner, je cède le passage au cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au piéton. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on voit ici un marquage au sol, qu'on voit aussi bien dans le rétroviseur. C'est une voie réservée pour les cyclistes. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais traverser cette voie réservée. Donc à partir du moment où je vais traverser cet axe-là, je dois laisser passer la voie que je traverse. Donc, parce que lui, il n'a pas de stop, pas de céder le passage, hein, donc je dois le laisser passer. Parce que je vais ralentir, donc quand je vais ralentir, il va arriver à mon niveau, hein, donc je vais lui faire une queue de poisson, c'est très dangereux. Donc je laisse passer le cycliste, oui. Je vais aussi laisser passer le piéton, parce que vous voyez, il est engagé sur un passage piéton, donc je dois le laisser passer. Donc là, c'était réponse A et C. Le temps de réaction est 2 fois plus court à 50 km/h qu'à 100 km/h. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, le temps de réaction, c'est entre le moment où on a détecté un danger, et le moment où on va agir, c'est-à-dire soit un coup de volant, soit je freine, soit j'accélère, soit je fais 2 choses en même temps, hein, le volant et le freinage en même temps. Enfin, bref, voilà, c'est entre le moment où on a vu et le moment où on va agir. Alors, ça dépend de quoi? Le temps de réaction, ça va dépendre de l'état du conducteur, c'est-à-dire s'il est en forme, s'il a pris de l'alcool ou de la drogue, tout ça, ça va rallonger le temps de réaction. En revanche, la distance parcourue pendant le temps de réaction, lui, il va évoluer en fonction de votre vitesse. Vous n'effectuerez pas la même distance à 50 km/h pendant une seconde que la distance que vous allez effectuer à 100 km/h pendant une seconde. Donc je parcours beaucoup plus de distance en une seconde à 100 km/h qu'à 50, ça c'est logique. Mais là on vous demande pas la distance que vous parcourez pendant le temps de réaction, on vous demande votre temps de réaction. Donc lui, le temps de réaction, il est toujours de 1 seconde en moyenne, que vous soyez à 50 km/h ou à 100 km/h. Donc là c'était réponse B. En général, il est conseillé de changer les balais d'essuie-glace 2 fois par an, réponse A. 1 fois par an, réponse B. Tous les 2 ans, réponse C. En général, il est conseillé de changer les balais d'essuie-glace 1 fois par an. Donc là, c'était réponse B. Après, vous serez peut-être dans un endroit où les conditions climatiques font que il faudra peut-être le faire plus souvent. Mais en règle générale, c'est 1 fois par an. Réponse B. La réglementation autorise le dépassement d'un chargement à l'avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut savoir que si vous avez un véhicule, je vous le dessine. Vous avez un véhicule qui est là, et puis ça c'est le devant du véhicule. On va considérer que c'est le devant de la voiture. Eh bien, vous n'avez pas le droit de dépasser, ça c'est la limite à ne pas dépasser, vous n'avez pas le droit de dépasser le devant de la voiture. Ça c'est interdit. Donc sur le devant, interdit. Sur le derrière, vous avez le droit de dépasser jusqu'à au maximum 3 mètres maximum. Et puis, il y a une signalisation particulière, c'est que à partir de 1 mètre, là, si vous dépassez de 1 mètre, si vous dépassez ici de 1 mètre, il va falloir le signaler.
obligatoirement avec un dispositif réfléchissant, et même un feu rouge qu'on rajoute la nuit. Donc, interdit de dépasser à l'avant, ça notez-le, hein, à savoir par cœur, il faut pas hésiter. Et ensuite, j'ai droit jusqu'à 3 mètres à l'arrière, et si je dépasse les 1 mètre, je dois mettre une signalisation particulière. Donc, la question était, est-ce que la réglementation autorise le dépassement d'un chargement à l'avant? Eh bien, non, réponse B. À l'arrière, eh bien, oui, là c'était autorisé, donc réponse C. Donc là, c'était B et C. Je circule en sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place tout à gauche pour tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors si on revient en arrière, vous allez voir que sur la droite, il y a bien le panneau circulation avec un cycliste qui arrive en face, d'accord? Vous avez la confirmation avec les marquages au sol qui sont ici, avec les cyclistes qui sont en face. On est bien quand même en sens unique puisque vous avez la ligne continue qui fait toute la largeur de la route avec un panneau stop qui fait bien aussi toute la largeur de la route, ok? Mais vous avez rencontré en chemin les cyclistes qui peuvent arriver dans l'autre sens. Donc quand je vais me placer à gauche, je ne vais pas me placer complètement à gauche, mais je vais m'arrêter ici en fait. La limite, je vais laisser une voie pour les cyclistes et moi je vais m'arrêter dans ce coin-là. Voilà, donc je circule en sens unique, oui, réponse A. Est-ce que je me place tout à gauche pour tourner à gauche? Non, réponse D. Je peux circuler avec les feux de position accompagnés des feux de brouillard avant, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C. Concernant cette photo, on voit que nous sommes en agglomération. Donc la règle c'est en agglomération, qu'est-ce qu'on peut mettre? Quand on est en agglomération éclairée comme ici, hein, on voit les lampadaires d'allumer, on a le droit de mettre deux choses possibles. On a le droit de mettre les feux de position, qui eux servent seulement à être vus, hein. Et on a aussi le droit de mettre les feux de croisement. Les feux de route, eux, ne sont pas autorisés parce qu'il y a des lampadaires d'allumés. On peut les mettre n'importe où, hein, mais à condition qu'il n'y ait pas d'éclairage et personne en face. Bah là, c'est pas le cas, donc je peux pas mettre les feux de route. Ok ? Les feux de brouillard avant, c'est seulement s'il y a du brouillard, de la neige, de la pluie, c'est pas le cas, d'accord ? Ou sur une route étroite et sinueuse en complément des feux de route. Donc ce n'est pas le cas non plus. Donc je ne peux pas mettre mes feux de position accompagnés des feux de brouillard avant. Les feux de position uniquement, oui, mais là je n'ai pas à mettre mes feux de brouillard avant. Donc c'était réponse B. Les utilisateurs d'engins de déplacement personnel, EDP, non motorisés, sont assimilés à des piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc à connaître, EDP c'est engin de déplacement personnel. Il y a plusieurs catégories dans les EDP. Il y a les engins qui sont non motorisés. Ça veut dire que c'est poussé par la force musculaire, donc la force de la personne. Donc ça peut être un skateboard, une trottinette, mais sans moteur, hein, et puis des rollers, par exemple. Ceux-là, ils sont considérés comme des piétons, donc ils peuvent utiliser les trottoirs. Ensuite, vous avez les engins motorisés, qui eux sont propulsés par un moteur électrique, comme les gyropodes, les monoroues, les overboards, les trottinettes électriques.
Et ils ont grosso modo les mêmes règles que les cyclistes, mais avec quelques différences. En agglomération pour cela, ils ont l'obligation de circuler sur les pistes ou les bandes cyclables. Et s'ils ne peuvent pas le faire, s'il n'y a pas de piste et pas de bande cyclable, ils sont autorisés à circuler sur la chaussée, à condition que la limitation de vitesse soit à 50 km/h sur cette chaussée-là, ou moins. Quand vous êtes hors agglomération, la circulation est interdite sur la chaussée avec ces engins-là. Vous avez seulement le droit sur les voies vertes et les pistes cyclables. Donc là, c'était réponse à les engins de déplacement personnel non motorisés sont assimilés à des piétons. À l'avant d'une voiture, les feux de brouillard sont obligatoires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc sur toutes les nouvelles voitures, c'est installé automatiquement les feux de brouillard avant, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir des vieilles voitures, comme moi, j'ai aussi une vieille voiture, qui n'en a pas, d'accord? Donc là, c'était réponse B. La présence d'un triangle de présignalisation à bord de mon véhicule est obligatoire, réponse A. Recommandé, réponse B. Alors au niveau sécurité, quand vous êtes en panne ou vous avez un accident, il y a deux choses d'obligatoire. Vous avez le triangle de présignalisation que vous devez posséder à bord de votre véhicule et votre gilet de sécurité que vous devez posséder à proximité immédiate de vous, du volant, donc en règle générale dans la boîte à gants. Donc là c'était réponse A. Sans ceinture de sécurité, un choc peut être mortel à partir de 15 km/h, réponse A, 30 km/h, réponse B, 50 km/h, réponse C, 70 km/h, réponse D. Donc la ceinture de sécurité, ça permet d'éviter d'être projeté en dehors de la voiture ou sur votre volant ou le montant de la voiture au moment d'un choc. Parce que votre corps, lui, continue à la vitesse où vous rouliez. Donc si vous rouliez à 100 km/h, votre voiture, elle s'arrête net, mais votre corps, lui, il continue d'avancer. Donc qu'est-ce qui va l'arrêter ? Si c'est la ceinture, c'est la ceinture qui va l'arrêter. Si vous n'avez pas votre ceinture, ça sera pas le pare-brise, parce que le pare-brise, il se traverse déjà à partir de 15 km/h, on commence déjà à pouvoir le traverser. Donc, ça peut être le montant de la voiture, le volant, ou l'arbre qui est en face, ou la voiture qui arrive en face aussi. La ceinture de sécurité, c'est vraiment important de la mettre et elle devient efficace dès les premiers km/h et elle va vous permettre d'éviter un accident mortel dès 30 km/h déjà. Là vous pouvez traverser le pare-brise sans problème et avoir un accident mortel si vous n'avez pas votre ceinture de sécurité. Donc réponse B. Je viens juste d'avoir mon permis, il est crédité de 3 points, réponse A, 6 points, réponse B, 9 points, réponse C, 12 points, réponse D. Donc on vient d'avoir le permis, donc on commence notre période probatoire. Qu'on soit en conduite accompagnée ou pas, on commence toujours à 6 points, ok? Pour arriver à la fin à 12 points. Donc c'est 6 points au départ. Donc c'était réponse B. Ce panneau implique un changement de limitation de vitesse
Réponse A. Une interdiction de faire marche arrière. Réponse B. Une interdiction de klaxonner. Réponse C. Alors, lorsqu'on rencontre ce panneau, ça veut dire que nous rentrons sur l'autoroute. C'est la règle aussi, je vous avais dit de le réviser. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que nous sommes limités à 130 km/h, sauf des interdictions à un contraire, mais en règle générale, on est limité à 130 km/h, que c'est interdit à différents usagers de la route, comme les piétons, les vélos, les cyclomoteurs, les tracteurs, que c'est interdit aussi de faire demi-tour, et que c'est interdit de faire marche arrière sur l'autoroute. Donc là, ça implique un changement de limitation de vitesse, oui, parce que 130 km/h, c'était pas possible avant. Maintenant, on va pouvoir rentrer donc sur l'autoroute à 130 km/h. Ensuite, il y a une interdiction de faire marche arrière, oui, et une interdiction de klaxonner, ça n'est pas pris en compte. Donc c'était réponse A et B. La chaussée sera obligatoirement rétrécie des deux côtés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ce panneau, c'est à connaître par cœur, vous ne devez pas faire d'erreur dessus. Donc là, il est annoncé à 50 mètres puisqu'on est en agglomération. Donc 50 mètres avant, on nous dit que dans 50 mètres à peu près, il y aura un rétrécissement de chaussée. Et quand il y a les deux comme ça dessus, ça peut être soit des deux côtés, comme c'est dessiné, soit uniquement du côté droit, soit uniquement du côté gauche. Donc il y a les trois possibilités. Donc là, on nous demande, la chaussée sera obligatoirement rétrécie des deux côtés. Est-ce que ça sera obligatoirement des deux côtés? Non, parce qu'on a vu que ça pouvait être aussi bien à droite aussi, ou alors aussi bien uniquement à gauche. Donc là, c'était réponse B. Une voiture bien entretenue consomme moins. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un mauvais entretien, ça peut provoquer une surconsommation de carburant jusqu'à 30%, entre 25 et 30%. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de vérifier l'état et la pression de vos pneumatiques, les différents niveaux aussi, et de changer les filtres à air et à carburant dès que c'est nécessaire. Donc c'était réponse A. Le gyrophare orange signale un véhicule prioritaire. Réponse A. Un véhicule lent. Réponse B. Un transport de matières dangereuses. Réponse C. Alors les gyrophares orange sont réservés aux véhicules lents ou encombrants. Alors qu'est-ce que c'est? Ça peut être les transports qui sont destinés à l'enlèvement des ordures ménagères, à l'entretien de la voirie, mais aussi les véhicules agricoles. D'ailleurs, les véhicules agricoles sont généralement limités à 25 km/h. Preuve que ce sont des véhicules lents. Donc c'est réponse B. Je laisse l'airbag passager activé pour transporter un passager adulte sur le siège avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quand on a le siège dos à la route, on doit absolument désactiver l'airbag parce que sinon c'est trop dangereux pour l'enfant. Il risque d'être éjecté contre le dossier du siège. Pour un adulte, justement, l'intérêt c'est d'avoir un airbag. Donc là, je laisse l'airbag passager activé pour transporter un passager adulte. Oui, réponse A.
Sur une voiture à boîte automatique, la position R permet d'avancer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, R, ça veut dire reverse. Mais ça veut, en français, vous pouvez vous dire R comme reculer. Donc, si vous êtes sur la position R, vous allez enclencher ici la marche arrière. Ça ne sert pas à avancer comme c'est demandé dans la question, donc c'était réponse B. La commande utilisée permet d'actionner le verrouillage des vitres arrière, réponse A, de la portière avant, réponse B, de la portière arrière, réponse C. Alors ici, vous voyez, ça se fait avec une clé. Et, il faut tourner, mais certaines voitures, c'est juste un petit loquet à bouger, hein, de gauche à droite ou de bas en haut. Ça dépend des voitures, mais ça s'appelle le verrouillage de la portière. C'est une sécurité enfant, en fait. Donc c'est fait pour les portières arrière. Comme ça, si l'enfant essaie de tirer sur la poignée pour ouvrir la portière, il ne pourra pas le faire. Donc quel est l'intérêt? C'est que ça évite que la portière s'ouvre alors que vous êtes en train de rouler et que l'enfant tombe par terre alors que la voiture est en mouvement. Et puis aussi, ça évite que l'enfant ouvre la portière pas au bon moment. Par exemple, vous êtes garé, vous êtes arrêté et l'enfant est du côté de la route. S'il ouvre la portière alors qu'un véhicule arrive derrière, et il risque de se faire arracher la portière, et si lui descend par la même occasion, il va se faire renverser par la voiture qui arrive sur la route. Donc là, pour pouvoir ouvrir la portière, il faut que ce soit une personne à l'extérieur de la voiture, donc par exemple le conducteur. Il descend et il va ouvrir la portière à l'enfant puisqu'il ne pourra pas le faire de lui-même. Donc là, c'était réponse C. Je m'assure que le conducteur m'a vu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le conducteur de la camionnette, là, doit me laisser passer parce que il vient d'un chemin de terre. Hein. On voit bien qu'il n'y a pas de route ici, on voit encore de l'herbe, il n'y a pas de balise d'intersection, donc il doit me laisser passer. Mais c'est pas pour autant que je peux passer sans m'inquiéter de ce qu'il va faire. Donc je dois dans tous les cas m'assurer que le conducteur m'ait bien vu. Ça c'est important parce que pour éviter un accident. Donc la réponse est A. Ensuite, est-ce que je ralentis? Oui, parce que là, il est déjà bien avancé et je dois me préparer à m'arrêter au cas où il s'engagerait. Donc, c'était oui pour les deux. Donc, réponse A et C. Je prends le volant. En cas de forte chaleur pour refroidir l'habitacle de mon véhicule, je ferme les vitres et j'allume la climatisation. Réponse A. J'ouvre les vitres et je circule avec les vitres ouvertes pendant quelques minutes. Réponse B. Dans une voiture, quand il fait, vous voyez, à peu près 30 degrés à l'extérieur, dans une voiture, on peut très vite atteindre les 40 à 50 degrés à l'intérieur de votre voiture. Ce qui fait que si vous laissez les vitres fermées et que vous allumez la climatisation, elle aura un énorme travail à fournir pour refroidir votre voiture. Et en plus de ça, vous allez consommer plus et polluer plus. Donc l'idéal, c'est d'abord d'essayer de retourner à une température ambiante, une température de l'extérieur, donc d'ouvrir les vitres et de circuler un petit instant comme ça pour rafraîchir rapidement votre habitacle et ensuite vous remontez vos vitres et vous mettez la climatisation. Donc là, c'était réponse B.
Dans cette situation, je peux reprendre l'accélérateur, réponse A, garder le pied au-dessus du frein, réponse B, faire un appel de phare, réponse C, klaxonner, réponse D. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo? Le chat s'est mis à traverser. L'enfant a regardé un coup le chat, ensuite il s'est retourné, il m'a regardé, et puis maintenant il regarde de nouveau le chat. Donc, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut garder le pied au-dessus du frein. Pourquoi? Parce que faire un appel de phare ou klaxonner, ça ne sert à rien parce que l'enfant m'a déjà vu. Il peut très bien, ça reste un enfant, même s'il m'a vu, décider de traverser, par exemple, si c'est son chat, pour aller décider d'aller chercher son chat, de peur qu'il se fasse écraser. C'est pas parce qu'il m'a vu qu'il est en sécurité et que je suis en sécurité. Ça, toujours bien vous dire sécurité en priorité. C'est pas parce que je vais faire un appel de phare. L'appel de phare, il va peut-être se dire, ah c'est bon, il m'a dit que je pouvais aller chercher mon chat. Le klaxon, bah c'est pareil, c'est le même problème que l'appel de phare, et puis alors le chat non plus, lui il risque de paniquer et puis de partir dans tous les sens, donc c'est pas non plus la bonne solution. Reprendre l'accélérateur, vous doutez bien que c'est encore la pire des choses à faire, hein, parce que là on est face à plusieurs zones d'incertitude. Les zones d'incertitude, pareil, il faut apprendre ce terme-là. Ce sont les zones où on ne sait pas comment ça peut évoluer, c'est-à-dire que le chat, lui, il peut partir par là, il peut partir par là, ou aller à la porte. Donc tout ça, là, dans les quelques secondes qui va venir, ça va être ça, la zone d'incertitude. L'enfant, qu'est-ce qu'il peut faire? Bah, il peut refaire partir par là, retourner à sa porte, mais il peut aussi aller chercher son chat. Donc ça aussi, c'est la zone d'incertitude. Et moi, ma zone d'incertitude, quand j'arrive, je circule, ça va être ça aussi, sur l'avant, d'accord? Et bien là, vous voyez bien que il y a des zones de rencontre. Et ça, ce sont des zones de danger. Je dois toujours éviter que plusieurs zones d'incertitude ne se croisent. D'accord? Donc, reprendre l'accélérateur, ça va amplifier le problème. Ma zone d'incertitude, plus je roule vite, plus elle va être grande. Donc là, je garde le pied au-dessus du frein. Réponse B. La nuit, lors des croisements, je m'oblige à diriger le regard vers la zone A. Réponse A. B. Réponse B. Alors si je suis éblouie par les véhicules qui arrivent en face, surtout s'ils mettent les feux de route, dans ce cas-là, moi je ralentis pour pouvoir déjà avoir le temps de percevoir ce qui se passe vers l'avant, mais surtout je tourne mon regard à peu près dans cette zone-là, vers le bord droit de la chaussée, mais pas ici, parce que là j'aurais pas le temps de voir. On essaye de regarder le bord droit le plus loin possible, mais pas trop loin non plus pour pas être trop ébloui, d'accord? Donc là, c'était zone B, donc réponse B. Sur certains autoradios, il est possible d'avoir des informations routières même si je suis en train d'écouter un CD. Oui, réponse A, non, réponse B. En effet, il est possible d'avoir les informations routières, et ça, même si j'écoute un CD. Ça s'arrête momentanément et ça bascule automatiquement vers la fréquence où la station de radio diffuse une information. Réponse A. J'ai le droit de rester sur la voie de gauche si je roule à 80 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 130 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors ici, la question elle est un petit peu piège. C'est vrai que sur autoroute, il y a une réglementation qui nous dit que la voie la plus à gauche, on doit rouler au minimum à 80 km/h, par sécurité, pour éviter de trop grandes différences de vitesse en fait. Mais là, en fait, là on nous demande, j'ai le droit de rester. Et là, il faut bien insister sur rester. Est-ce que je peux rester sur la voie de gauche? Non, on ne reste jamais sur une voie de gauche. On ne l'utilise uniquement que pour dépasser. D'accord? Donc, qu'on soit 80 km/h ou 130 km/h, ça change rien. Ça sera non aux deux. Réponse B et D. Je circule sur autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il y a un indice à savoir, et ça vous devez le savoir par cœur aussi. Là on vous dit qu'il y a une sortie, la sortie numéro 20, qui sera dans 1 km. Je pourrais aller à Vitry-le-François ou à Cézanne. Et on nous dit aussi qu'il y aura l'aire de Somsou. Et le panneau aire de Somsou est en bleu, ce qui veut dire que je suis sur l'autoroute. À partir du moment où vous avez une aire de repos qui est de couleur bleue, ça veut dire que c'est une aire de repos d'autoroute. Donc réponse A. Pour avertir de mon approche, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de phare. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on est sur une route qui est quand même très étroite. On est hors agglomération, il n'y a pas de maison, d'ailleurs on passe au niveau d'une forêt domaniale. Donc comme on est hors agglomération, eh bien je pourrais avertir avec mon klaxon. Mais là c'est pas utile. Pourquoi? Parce que, vous avez vu ici, on est en sens unique. Donc il y aura personne qui arrivera en face. Donc c'est pas utile de klaxonner. Faire des appels de phare, c'est pas utile non plus. Pourquoi? Parce que il y aura personne qui arrivera en face parce qu'on est en sens unique, et en plus de ça, de jour, c'est pas visible. Par contre, je vais quand même ralentir pour s'il y a des piétons de l'autre côté ou un obstacle. Mais je ne klaxonne pas et je ne fais pas d'appel de phare puisque je suis en sens unique. Donc là, c'était réponse B et D. Je viens de mettre le moteur en marche et ce voyant reste allumé. Il peut indiquer qu'un des pneus a une pression insuffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'un des pneus est trop usé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'usure excessive d'un pneu, ça reste encore difficile pour une voiture de détecter ça. Alors, ce voyant, il indique une pression d'air insuffisante qui est détectée sur au moins une des roues. Ça peut être plusieurs roues, mais c'est sur au moins une des roues. Donc, si ce voyant s'allume en démarrant ou en roulant, je dois contrôler si le pneu me permet d'aller jusqu'à la prochaine station de gonflage, par exemple. Ou si je dois le remplacer immédiatement, parce que là, il est trop dégonflé. Donc c'était réponse A et D. La distance de freinage varie en fonction de la vitesse du véhicule, réponse A, du temps de réaction, réponse B, de l'état de la route, réponse C. La distance de freinage, c'est entre le moment où vous allez commencer donc à freiner et le moment où la voiture va s'arrêter. Donc toute cette distance-là, entre le moment où vous prenez le frein et le moment où le véhicule s'arrête, c'est la distance de freinage. Donc ça n'a rien à voir avec le temps de réaction,
Lui, le temps de réaction, c'est entre le moment où vous avez vu le danger, par exemple, et le moment où vous allez commencer à freiner. Donc, la distance de freinage, elle va évoluer en fonction, évidemment, de la vitesse de votre voiture. Plus vous allez rouler vite, plus vous mettrez du temps à faire ralentir votre voiture et à finir par l'arrêter. Et ça va aussi dépendre de l'état de la route. Si vous êtes sur une chaussée humide, par exemple, où il y a plein de feuilles aussi sur le sol, évidemment, vous ne pourrez pas freiner aussi fort que sur une route sèche, parce que sinon votre voiture va perdre l'adhérence et vous allez glisser. Donc en fonction de l'état de la route, votre freinage sera plus ou moins important. Donc la distance de freinage varie en fonction de la vitesse de votre véhicule. Plus vous roulez vite, plus elle va être longue, et de l'état de la route. Donc réponse A et C.